Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue parmi nous. Vous êtes très nombreux connectés, on est ravis de vous retrouver ce soir sur Vivo Vojo. Alors avant toute chose, permettez-nous avec toute l'équipe de vous souhaiter une merveilleuse, une lumineuse nouvelle année 2024. 2024, c'est une année 8. 2, 2 et 4, l'année 8, c'est l'année, le 8, c'est le chiffre des bâtisseurs, de ceux qui construisent. Donc, on vous souhaite que cette année vous apporte force, sérénité, puis sagesse nécessaire pour accomplir vos projets, être aligné, en accord, en adéquation et puis acteur de votre vie. Et ce soir, c'est précisément le thème de la soirée, puisque être acteur de sa vie passe immanquablement par être acteur de sa santé. On ne peut pas être en forme, on ne peut pas créer des projets, on ne peut pas être efficace, être dans son plein potentiel lorsque la santé ne suit pas. Et précisément, c'est ce que l'on va voir ce soir avec notre auteur de la soirée qu'on est ravis de retrouver, qui va nous apprendre un peu à appréhender la santé d'une autre manière avec la médecine des 4 P. On vous en dit plus dans un instant. On va retrouver toutes ces indications avec le passionnant docteur Trotta. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, comme je le disais à l'instant, vous êtes vraiment très nombreux. Je regarde un petit peu. Coucou Marie-Antoinette, Anne, Corinne, Marie. Oh, merci beaucoup. Coucou à tout le monde. Faites-nous un petit coucou de d'où vous êtes. Je vois Genève, Nantes. Bonsoir à tous. Haute-Savoie, Rosemary, Michel. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début d'année. Et puis, ça fait plaisir de voir autant de monde, Pascal, impliqué et désireux de démarrer l'année avec des clés et vraiment de reprendre les rênes de sa vie. Parce qu'encore une fois, la santé, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'applique au quotidien. J'aime pas trop dire le mot travailler, mais malgré tout, c'est quelque chose sur laquelle on peut agir dessus. Et donc, c'est très encourageant de voir tant de personnes connectées. Merci à vous encore pour votre fidélité, désireux d'être acteurs réellement et prendre les bonnes directions pour avoir son potentiel au plus haut. Donc bienvenue à vous. Vous allez apprendre, j'en suis sûre, plein de choses ce soir avec le docteur Pascal Trotta. Alors Pascal, prendre sa santé en main, la santé, ça implique plein de clés, plein de voies, plein de pistes. Ça ne s'arrête pas sur une seule chose et c'est précisément toi ce que tu œuvres au quotidien, dans la direction que tu prends, c'est la santé intégrative. Donc la santé qui prend réellement la vision du corps dans son intégralité, le corps, l'esprit, les émotions, tu vas nous en reparler. Et puis, elle passe aussi, elle se décline sous la médecine des 4 P. C'est ça que tu vas nous expliquer ce soir, ce qui se cache derrière ces 4 P. On en revient tout de suite dans un instant. Je vous rappelle, pour vous présenter le docteur Pascal Trotta, que vous connaissez peut-être, mais je vous rappelle que Pascal, tu es un ancien interne des hôpitaux de Paris, tu es radiologue, homéopathe, nutritionniste. Tu as toujours eu en tête l'accompagnement et le bien-être de tes patients, non pas par la maladie, mais par l'humain, par la personne. Et on va en reparler au niveau des 4 P, vraiment prendre la personne dans son individualité. Dans ce sens-là, tu as voulu te spécialiser et vraiment chercher les meilleurs outils pour avoir un accompagnement personnalisé. Donc, tu te spécialises en iridologie, en auriculothérapie, pour avoir une approche vraiment la plus complète. Tu t'es spécialisé également en endothérapie auprès du docteur Michel Geffard. Voilà, donc tu es inlassablement dans cette quête viscérale, profonde, d'être au plus proche de l'humain, du patient. Et encore une fois, pas de la maladie. On va le revoir ce soir. Donc, cette médecine des 4 P, j'en parlais à l'instant pour avoir les rênes. Je le répète, mais c'est vraiment ça. L'important, c'est de bien avoir en tête que on maîtrise sa santé. Ça ne vient pas forcément du fruit du hasard. On est responsable de son plein potentiel. Et donc, tu vas nous parler de ces 4 P. Alors, derrière ces 4 P,
on peut en parler, on peut les dénommer rapidement, et puis tu vas expliquer ce qu'il y a derrière. Les 4 P, on a préventive, prédictive, participative et puis personnalisée. Alors déjà, la médecine préventive, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu sous-entends derrière la médecine préventive, qui est le cœur de ton activité, de ton métier? Merci beaucoup Mathilde pour cette belle présentation et surtout ton esprit qui nous anime et ta joie et ta bonne humeur qui fait partie de cette médecine préventive. Juste avant de commencer, je voudrais dire un petit coucou à ceux qui m'ont fait coucou dans le chat, les belvédères d'Asparin, les amis des Hautes-Pyrénées, et toutes celles et tous ceux qui me connaissent et toutes celles et tous ceux qui ne me connaissent pas. Et je le vois là sur ce fil chat qui défile de la France entière, de toute la partie francophone mondiale, notamment au Québec, etc. Il y a beaucoup de gens réunis ce soir. Et qu'est-ce qui nous réunit? C'est l'amour, de la liberté et de l'amour de la santé autrement. Et comment se maintenir en santé, comment se soigner mieux et de façon plus libre, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et donc, nous allons voir ce soir quelque chose qui est peu connu, peu enseigné, notamment en fac de médecine, et qui est la médecine des 4 P que je pratique. Et je vais vous expliquer très simplement ce qu'est cette médecine des 4 P. C'est 4 P. Le premier, c'est celui que nous allons voir, c'est la médecine préventive. Le deuxième, c'est la médecine prédictive. Le troisième, c'est la médecine participative. Et enfin, le quatrième, la médecine personnalisée. Et grâce à Mathilde, nous allons aborder ces 4 chapitres ensemble. Et ensuite, je pourrai répondre à vos questions. Donc, le premier point le plus important, c'est préventif. La médecine préventive, c'est le parent pauvre de notre médecine hospitalo-universitaire. J'ai passé 12 ans en fac de médecine, 6 ans en fac, 6 ans à l'hôpital pour apprendre ce beau métier qu'est d'être médecin et d'être ensuite radiologue spécialiste du diagnostic. Mais on m'a surtout enseigné à soigner. On ne m'a pas enseigné à prévenir les maladies. Qu'est-ce que c'est prévenir les maladies? C'est empêcher qu'elles arrivent. Et c'est, pour notre sécurité sociale, 1000 fois plus économique que de prévenir, que de soigner. Et donc, si on veut sauver notre belle institution de la sécurité sociale, qui permet quand même à tout à chacun d'être bien soigné sur tout le territoire, et le paysan des Hautes-Pyrénées soigné aussi bien que le PDG du CAC 40 du 16e arrondissement, eh bien, on devrait développer partout en France et dans le monde cette médecine préventive qui est d'éviter l'apparition des maladies. Que faire pour ne pas tomber malade? Eh bien, il y a plusieurs pistes et on va voir avec Mathilde quelles sont les principales pistes. D'abord, je dirais, premièrement, que ton aliment soit ton médicament. Ayez une alimentation qui diminue les risques de maladie. Aucun enseignement là-dessus en 12 ans de fac de médecine. Tout ce que je vais vous dire là, je l'ai appris par ailleurs, en dehors de la faculté, dans des livres, notamment grâce à Catherine Kousmine et le docteur Jean Sénialé, à qui je rends hommage, et plein d'autres auteurs, plus mon expérience personnelle de malade, car je suis atteint d'une maladie auto-immune et il a fallu que je me soigne moi-même, notamment grâce à l'alimentation et grâce à mon expérience de médecin de terrain, puisque depuis 20 ans, dans mon institut de médecine naturelle à Saint-Sébastien, je soigne mes patients comme je me soigne moi, c'est-à-dire avec le moins de médicaments chimiques possible. L'alimentation doit être anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il faut diminuer dans votre alimentation les graisses pro-inflammatoires que sont tout ce qu'on aime bien en France, la charcuterie, les viandes rouges et les laitages de vache, pour ne citer que les principaux. Je ne vous dis pas d'enlever tout ça de votre alimentation si vous êtes en bonne santé, mais diminuez un peu. Il ne faut pas prendre 3 laitages par jour, contrairement à ce qui est dit officiellement, c'est beaucoup trop. Ça donne une inflammation. Il faut peut-être éviter de cuire avec, dans la poêle avec des huiles et les fritures qui donnent une inflammation. Il faut peut-être remplacer les margarines par le beurre
ou les huiles de colza, première pression à froid, d'olive, de lin, de noix, qui sont des huiles anti-inflammatoires car elles restent souples au réfrigérateur. Elles restent fluides. Tout ce qui reste fluide au réfrigérateur sont des corps gras qui vont vous donner la fluidité de vos globules rouges et de vos membranes qui communiqueront mieux. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, mais je vous donne les grandes pistes. Et une alimentation anti-inflammatoire, alcaline, c'est-à-dire qui diminue l'acidose. Les sucres augmentent l'acidose. Et l'acidose, ça fait mal. Ça donne des trous dans les dents. Ça fait perdre les cheveux. Ça fragilise le squelette et favorise l'ostéoporose. Donc, remplacer le sucre blanc, qui est un poison, par les sucres naturels, des fruits, le fructose, ou les sucres naturels, comme le sucre de canne complet, ou le miel, ou le sirop d'érable. Puis diminuer l'apport de tous ces aliments sucrés cachés, que sont le pain blanc, le riz blanc, les pâtes, et privilégier plutôt le quinoa, le riz complet, les lentilles, etc., etc. Quelques petites recettes comme ça vous permettent de diminuer l'inflammation, de l'acidose métabolique, qui sont deux grandes causes de maladie. Voilà ce qu'on peut dire très schématiquement sur l'alimentation. Comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et ceci permet de diviser par 10 le risque des maladies, comme le diabète, comme l'hypertension, comme les cancers également, qui ont souvent une origine nutritionnelle. Voilà pour le premier point de la médecine préventive. Ayez une alimentation vivante, fraîche, peu raffinée, peu inflammatoire et alcaline. La moins transformée, la plus brute possible, mais c'était bien parce que c'est toujours important d'avoir un petit rappel comme ça, d'avoir les grandes clés sur l'alimentation. Alors, on parlait de médecine préventive, bien sûr, ça prend plusieurs axes. On parlait de médecine intégrative lorsque je te présentais en introduction. Donc, l'alimentation, c'est effectivement un des axes dans cette médecine du P de préventif. Quels sont les autres axes que tu pourrais nous partager, sur lesquels on pourrait porter une attention aussi particulière pour être là aussi encore bien acteur et maître de sa santé? Alors, très important, il faut que vous ayez un bon sommeil réparateur. Et pour cela, faites attention à toute la pollution électromagnétique qui est largement méconnue. N'ayez pas sur votre table de nuit votre téléphone portable allumé. Mettez-le en mode avion et mettez-le, si possible, le plus loin possible de votre lit. Éteignez la Wi-Fi la nuit, parce que ces ondes rentrent en interférence avec vos ondes cérébrales et perturbe votre sommeil, qui ne sera pas si réparateur que cela. Ayez plutôt une lampe frontale pour lire qu'une lampe de chevet avec le fil, parce que le fil entraîne une pollution électromagnétique. Aérez votre chambre tous les jours pour renouveler l'air et le recharger en électrons qui vont vous désoxyder. Et puis, faites du sport et une activité physique qui vous convienne pour équilibrer cette tension nerveuse qui, chez l'homme occidental, est souvent au top niveau, et votre tension musculaire souvent trop basse. En montant votre tension musculaire, vous allez baisser votre tension nerveuse. Et vous dormirez mieux et vous serez plus apaisé. Ça vous évitera de prendre moins de médicaments pour rechercher le sommeil, car toutes ces benzodiazépines et tous ces somnifères sont des drogues qui vous rendent dépendante, et on peut dormir sans ces drogues. C'est possible. Enfin, ouais, vas-y. Très important, moi je dirais, soyez dans votre fil rouge, comme disait Dassembourg, suivez le fil rouge de votre vie. Qu'est-ce que c'est que de suivre le fil rouge de sa vie? Eh bien, c'est de remplir la mission qui vous est confiée quand vous naissez. Chaque être humain est unique et on a chacun une mission. Moi, ma mission, c'est la médecine, puisque j'ai la vocation de médecine. Et ma mission, vraisemblablement, c'est de prôner une médecine plus naturelle, moins toxique, plus libre, et de l'enseigner. Eh bien, depuis 20 ans, je suis dans ce fil rouge et pleinement heureux, et je rends les gens heureux et heureuses autour de moi. Pourquoi? Parce que je suis dans ce fil rouge. Et la radiologie a été une période de ma vie pendant 20 ans
mais c'était pas vraiment mon fil rouge, mais m'a permis de venir et de devenir le médecin que je suis. Et vous, chacune d'entre vous qui m'écoutez, chacun d'entre vous, vous avez tous un fil rouge à suivre et souvent les épreuves de la vie vous remettent dans ce fil rouge. On dit bien la maladie. Le docteur Didier Grand-Georges, un homéopathe à qui je rends hommage, avait écrit un livre magnifique, Le mal a dit. La maladie nous dit quelque chose. Souvent, quand nous sommes mal dans notre vie, la maladie nous arrête pour que nous réfléchissions et que nous changions d'orientation pour aller être dans notre fil rouge qui va nous rendre pleinement heureux et guérir la maladie qui nous avait arrêtés. Oui, donc ces différents axes de prévention que tu nous partages là, donc l'alimentation, le sport, la sédentarité, tu parlais de pollution également, du sommeil, d'être dans sa mission de vie, on peut trouver vraiment quelque chose qui nous anime. On peut peut-être parler aussi des relations sociales, l'importance de l'humain un petit peu dans le quotidien. Ah, ça c'est très important et éviter d'abord les relations toxiques. Il y a des gens toxiques, pas de leur faute, c'est comme ça. Mais moi, je fais plutôt l'éloge de la fuite. Ne combattez pas pied à pied. Vous allez perdre votre belle énergie. Fuyez les gens toxiques, si c'est possible. C'est pas toujours évident. Soyez apaisés vous-même. Cherchez la paix dans votre cœur pour qu'ensuite cette paix se diffuse autour de vous. C'est fondamental de faire la paix avec soi-même. On a tous des blessures psychogénéalogiques de nos ancêtres, des blessures de notre accouchement, des blessures de notre enfance, des blessures de notre fratrie. Eh bien, c'est à nous de faire la paix. Il y a plusieurs méthodes pour cela. On n'est pas là pour parler de toutes ces méthodes, mais faites la paix dans votre cœur pour qu'ensuite cette paix rayonne autour de vous. C'est fondamental d'être dans la paix. Et d'être dans la paix avec son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses enfants. Réconciliez-vous. Il est plus facile qu'on l'imagine de pardonner, de donner, que de refuser. Et souvent, quand on pardonne, eh bien, on passe une étape colossale qui amène une paix incroyable dans le cœur, qui nous permet d'être en bonne relation avec l'entourage. On sent la montée des périls en ce moment en 2024. La guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas, etc. Mais la paix, elle passe d'abord par nous. La paix dans notre cœur, la paix dans notre famille, la paix dans notre entourage social et professionnel, la paix dans notre pays, la paix dans le monde. Et ça commence par nous. Effectivement, tu nous rappelles cette notion d'environnement qui est fondamentale dans la santé, parce qu'effectivement, de plus en plus d'études mettent en avant cette idée, cette notion d'environnement lié à l'épigénétique, parce qu'il y a ce qui est à l'intérieur de nous, la génétique, et puis ce dont tu nous parles là, ce que tu nous partages là avec les différents axes qui touchent à l'épigénétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, approfondir ces deux notions pour bien prendre en tête, encore une fois, mettre en lumière que il y a une grande partie de notre santé qui est vraiment de notre responsabilité. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, merci Mathilde d'avoir introduit le deuxième P, qui est la médecine prédictive. Après le premier P, la médecine préventive, le deuxième P, c'est la médecine prédictive. Qu'est-ce que c'est prédictive? C'est prédire. Moi, je ne suis pas devin. Je ne peux pas dire de quoi vous allez tomber malade et de quoi vous allez mourir. Seul Dieu le sait. Mais par contre, on peut cerner chez les personnes tel ou tel risque de maladie pour adapter telle ou telle stratégie pour prévenir les maladies. On pense, et ça c'est la médecine occidentale depuis 50 ans, que tout est géré par l'ADN qui est porté par nos chromosomes et que tout est génétique. C'est là encore une erreur de la médecine conventionnelle ou hospitalo-universitaire de tout baser sur la génétique et notamment la cancérologie de tout baser sur la génétique. Parce qu'on s'aperçoit que finalement les maladies
ne sont pas dus à 80%, voire 100% à la génétique, mais plutôt à 10 ou 15%. C'est donc une portion infime de nos gènes qui nous donne les maladies. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Je vous prends un exemple bien simple. Les Japonais, culturellement, génétiquement, on pense, ont peu d'infarctus du myocarde. Ils ont 10 fois moins d'infarctus que les Américains. Alors, on pense que c'est dû à leur gène de Japonais. Si vous prenez un Japonais qui s'en va vivre aux États-Unis et qui mange comme un Américain, c'est-à-dire la junk food, au bout de 10 ans, il aura le même risque de pathologie cardiovasculaire que l'Américain moyen, alors qu'il a des gènes de Japonais et qu'il n'a pas de gènes d'Américain. C'est donc plutôt l'alimentation qui donne le risque cardiovasculaire aux États-Unis et qui divise par 10 le risque cardiovasculaire au Japon. Et ça s'appelle l'épigénétique. Épi, ça veut dire autour. Vous avez le gène au centre de la cellule, dans le noyau, dans l'ADN, dans les chromosomes. Ça, c'est la génétique. Ça règle que 10 à 15% des maladies. Et tout ce qui est autour dans le cytoplasme, tout ce qui est autour dans nos tissus, dans nos organes, dans nos pensées, dans les émotions, dans notre âme, gère 85% de nos maladies. Ça veut dire que nous avons les moyens de prévenir les maladies puisque nous pouvons interférer sur notre environnement. Et oui, je ne peux pas changer mes gènes. Moi, j'ai des gènes de maladies cardiovasculaires. Tous mes ancêtres sont morts d'accidents vasculaires brutalement dans leur lit. C'est la mort idéale. Et ça m'a pas mal angoissé quand j'étais étudiant en médecine, car mon grand-père, Barthélemy Trotta, est mort à 50 ans, brutalement. Et mes grands-parents sont plutôt morts à 70 qu'à 90 ans. Donc, je m'étais programmé à mourir jeune. Donc, j'ai réussi médecine tout du premier coup. Première année, l'internat des hôpitaux de Paris du premier coup. J'étais un homme pressé, un jeune homme pressé. Et c'est un homéopathe, un ami, le docteur Pierre Duchesne-Marulaz, à qui je rends encore une fois ici hommage, qui m'a dit « Pascal, tu n'es pas ton grand-père, tu es toi ». Il m'a débranché totalement de cette angoisse généalogique de mourir jeune. Et il m'a dit de lire ces livres que je vous conseille de lire, Cette famille qui vit en nous, de Chantal Rialan, ou Aïe, mes aïeux, de Hein Schutzenberger, qui montre que finalement, on peut débloquer, déprogrammer ces peurs généalogiques transmises de mourir jeune, comme certaines patientes que j'ai eues, dont l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère sont mortes à 50 ans de cancer du sein et la patiente qui venait voir à 50 ans développait son cancer du sein parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait se déprogrammer et on peut se déprogrammer. Et la façon la plus importante de moduler nos gènes pour, moi, diminuer mes risques de maladies cardiovasculaires, vous, diminuer vos risques de cancer, de pathologies auto-immunes, d'obésité, etc., eh bien, c'est de changer votre alimentation. Là, vous avez 100% d'action là-dessus et 100% d'efficacité. Donc, vous pouvez changer votre alimentation. Vous pouvez changer votre mode de pensée. Et voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Apprenez à positiver. Si on connaissait la puissance des pensées positives sur nous, sur nos gènes et sur notre entourage, nous ne ferions que penser positivement et le matin, commencer tout de suite en vous levant par une pensée positive. Voilà ce que je peux vous dire sur la médecine prédictive. Nos gènes ne sont pas prédominants, qu'à seulement 10 ou 15%. C'est l'épigénétique, notre façon de penser, notre façon de manger, notre façon de travailler, notre façon de mener notre vie, qui va nous donner beaucoup plus tard les maladies que le gène voudrait nous donner ou les empêcher. Car tout est possible parce que l'être humain est une merveille de la création. C'est essentiel ce que tu nous dis là. C'est essentiel et c'est extrêmement rassurant parce que parfois il peut nous arriver des choses parce que par méconnaissance, on a
voilà, eu des mauvaises habitudes dans son quotidien, soit physiques, physiologiques par l'alimentation, la sédentarité, mais parfois par les pensées également. C'est extrêmement rassurant de se dire que finalement, en réalignant un petit peu ces différents axes que tu nous partages, on peut revenir en santé, on peut retrouver l'alignement nécessaire. Donc, c'est extrêmement rassurant, surtout sur ces familles dont tu nous parles, ces familles à problèmes cardiovasculaires, ces familles à cancer. Enfin, c'est vrai qu'il y a des pathologies qui reviennent un petit peu dans certaines familles. Donc, se dire qu'on n'est pas, il y a cette lignée qui doit se couper, c'est extrêmement important ce que tu nous dis là. Donc, tu nous parlais dans cette médecine prédictive de cette partie génétique et puis cette partie capitale à près de 90%, même parfois plus de 90% selon certaines études de l'épigénétique. Malgré tout, notre terrain, parfois, nous dit des choses et dans ce P de prédictif, il y a certaines analyses, certaines lectures du corps qui peut nous apporter des informations pour précisément agir sur la partie épigénétique et rectifier quelque chose que le terrain dit un peu de nous. Est-ce que tu peux nous donner des informations là-dessus et au regard de tes spécialités, parce que tu t'es spécialisé sur ces outils-là pour mieux apprendre à mieux lire le corps. Oui, Mathilde, merci d'avoir dit au regard, parce que finalement, dans le corps humain, nous avons une morphologie qui dit un peu ce que nous sommes. Si nous sommes plutôt ronds, nous aurons plutôt tendance à faire du surpoids et des pathologies cardiovasculaires que si nous sommes fins et élancés. Nous avons la forme du visage, la forme des mains, la forme des oreilles. Et nous avons ici 2 yeux et le diaphragme de cet appareil photo qu'est l'œil s'appelle l'iris. Et cet iris, on peut l'analyser. Il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo très perfectionné. Moi, à mon cabinet de médecine naturelle, j'utilise un appareil photo perfectionné pour prendre en photo chaque iris de mes patients pour leur montrer qui ils sont réellement. Mais rien qu'avec une loupe, vous pouvez regarder l'iris et décerner par l'iris quel est votre principal terrain. Et qu'est-ce que c'est le terrain? C'est qui je suis et quelles sont mes prédispositions à tel ou tel type de pathologie. Évidemment, ça ne dit pas tout comme une analyse génétique, mais attention aux analyses génétiques, puisque je vous ai dit que c'était que 10% du risque des maladies et 90%, c'est votre façon de vivre. Donc, vous avez beau faire une analyse génétique, 1, ça risque de vous angoisser. 2, c'est pas ça qui va régler le problème. 3, ça coûte cher. 4, c'est pas forcément bon de savoir ce que vous allez avoir un risque de tel type de cancer, de tel type de pathologie. Je suis pas tellement partisan de ces analyses génétiques parce que c'est plus important votre façon de vivre et de manger et de penser que vos gènes. C'est ça qui est rassurant. Et en analysant vos iris, vous pouvez déceler si vous avez à peu près 4 types de terrains. Il y a le terrain spasmodique, le terrain anxieux, le terrain rhumatismal, le terrain intestinal, le terrain cardiovasculaire, et il y a d'autres terrains, bien évidemment. Et ça, c'est à peu près les 5 terrains principaux. Eh bien, je vais vous montrer là sur cette image. Voilà. Je te laisse la mettre. Alors, posez vos questions. Vous faites bien de poser les questions dans le chat. Pascal Trotta, le docteur Trotta, on prendra soin de répondre. On les prendra à la fin du webinaire, donc on pourra Alors, les prendre. Donc, notez-les bien sans cette image, est-ce que vous la voyez bien à l'écran? On la voit. Je rassurais juste nos auditeurs que tu allais bien répondre aux questions après le webinaire, à la fin du webinaire. Voilà, c'est mon iris. C'est mon iris, j'ai les yeux bleus, un bleu-gris, et voilà mon iris, l'iris du docteur. Eh bien, on peut déceler dans cet iris des petits flocons ici à la périphérie, là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les petits flocons de terrain acide rhumatismal. Eh bien, effectivement, je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 20 ans.
et ces petits dépôts acides traduisent que si j'ai une alimentation acide, c'est l'acidose métabolique va se mettre essentiellement dans les articulations et me donner des douleurs comme si chaque jour j'avais des gouttes d'acide qui se déposaient dans mes capsules articulaires. Ça, c'est le terrain rhumatismal. Donc, vous voyez cet iris bleu avec ici la collerette et là la périphérie de l'iris et ici la conjonctive. Donc, ce terrain, c'est le terrain rhumatismal, c'est le terrain du docteur. Il n'a pas, ici, vous allez voir, de fente sur la hauteur. Vous allez voir un autre terrain que je vais vous montrer. Alors, je le cherche. On voit bien les petits chapelets, les petits flocons là qui sont assez caractéristiques. Donc voilà, vous pouvez regarder sur vos iris, voir si potentiellement vous avez ces petits flocons qu'on peut voir, alors qui apparaissent de manière plus évidente sur des yeux clairs, des yeux bleus ou verts. On les voit un peu moins sur les yeux marrons. Mais voilà, si vous regardez, vous pouvez voir ces petits flocons qui sont effectivement signes d'un terrain à tendance à développer de l'acidose. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le terrain anxieux. Alors, vous m'excuserez parce que nous sommes en direct. Ah oui. Pas forcément évident. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, là. Je vais vous montrer ça. Vous allez le voir ici. Hop. Voilà. Pour avoir les différents signes qu'on peut retrouver donc dans l'iris, comme nous le partage. Alors, vous avez ici un autre terrain. Vous voyez que c'est un iris marron. Et vous n'avez pas les petits dépôts d'acide qu'il y avait dans mon iris. Vous avez par contre ici des petites fentes. Et cette partie-là, c'est la partie du cerveau, correspondant au cerveau dans l'iris. Et vous avez ici des petites fentes. Et quand vous avez ça dans l'aire cérébrale, ça traduit le terrain anxieux. Ici, un terrain anxieux peu important. Et là, il y a des fentes partout. C'est un terrain anxio-dépressif. Plus les fentes sont nombreuses, plus les fentes sont profondes, plus elles prennent tout le pourtour de la collerette, plus le terrain anxio-dépressif est important. Et donc ça, vous voyez la différence avec mon iris bleu. Moi, j'ai pas du tout ces fentes-là, j'ai pas de terrain anxieux. Donc ça veut dire que si j'ai des douleurs et qu'on voit mon iris bleu comme ça avec des petits flocons en périphérie, c'est plutôt une pathologie organique. Par contre, si la personne qui a cet iris marron vient pour des douleurs lombaires et que je vois ça, attention, il y a probablement une origine psychosomatique que le psychisme influe le soma. C'est très important de se rendre compte que par notre iris, très rapidement, et c'est cela que je voudrais ensuite vous enseigner, car c'est une médecine qu'on peut pratiquer ensemble pour mieux se connaître, eh bien, vous pouvez voir avec une petite loupe ou un appareil photo, mais avec une petite loupe, c'est très simple, quels sont les terrains. Et si vous avez cette petite fente en haut, dans la partie supérieure qui correspond au cerveau, c'est que vous avez un terrain anxieux et il faudra d'abord traiter ce terrain anxieux avant de traiter la maladie, parce que l'anxiété aggrave tous les symptômes de votre maladie, peuvent même être à l'origine de votre pathologie. D'où l'intérêt d'examiner les iris. D'abord, les iris, c'est le reflet de l'âme, c'est le reflet de la personne. Il n'y a pas un iris pareil. C'est magnifique. C'est une œuvre d'art personnelle que le médecin, que la personne peut analyser. C'est facile à apprendre. Ça peut être appris par toutes et tous pour savoir mieux qui vous êtes, parce que si vous vous connaissez mieux, vous pouvez mieux prévenir vos maladies. C'est ça, la médecine prédictive, savoir qui vous êtes pour mieux prévenir les maladies. C'est hyper intéressant, vraiment. C'est une carte d'identité, en fait, finalement. Notre iris, tu le rappelais, il est complètement unique. Et puis, les signes que l'on a, qui se développent, que l'on a soit des petits, soit qui se développent au cours de la vie, donnent effectivement des renseignements essentiels et très importants sur notre état, notre terrain, où on se situe. Et donc là, tu me permets une transition magnifique avec le 3e P, parce qu'une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a mieux compris nos faiblesses, j'ai envie de dire, les points en tout cas sur lesquels il faut porter une vigilance
plus particulière, on peut agir en conséquence. Tu parlais en exemple de l'état de ce terrain anxieux-dépressif, mais on sait vraiment que la sphère nerveuse dans ces cas-là est à soutenir. Donc là, la clé est toute trouvée là derrière. Une fois qu'on sait ça, on est acteur. On doit agir derrière. Donc ce troisième P, qui est le P de participatif, est-ce que tu peux nous en parler dans le lien avec ce signe, ces signes-là qu'on a vus dans les iris? Alors on a parlé de l'iris. Tu pourras nous en parler dans le webinaire aussi. Il y a l'auriculothérapie. Je le disais en introduction, tu es spécialiste également de l'auriculothérapie. L'oreille peut également donner des indications. On en parle largement dans la formation, mais tu peux nous en dire un mot peut-être avant de passer dans la vous allez voir mon oreille ici, j'ai un pli là dans cette oreille. Vous voyez dans le lobe, ce pli là, c'est le pli du risque cardiovasculaire, c'est le pli du rebelle, c'est le pli du caractère. J'étais plutôt un bon élève et à 40 ans, mon vrai tempérament s'est affirmé. Je suis plutôt un rebelle, mais un rebelle pacifique, qui a la paix. Je ne cherche pas la guerre. Mais il ne faut pas qu'on me dise de faire quelque chose que je refuse. Là, je défends ma liberté et je prends les moyens de défendre. Eh bien, dans l'oreille, on peut voir des éléments qu'on ne voit pas dans l'iris. Et chaque oreille est unique. Eh bien, en faisant une bonne photo de l'oreille, en la regardant avec une loupe, on peut voir des petits signes qui traduisent d'abord est-ce qu'on a peut-être des parasites dans l'intestin, est-ce qu'on a une surcharge du foie, est-ce qu'on a une inflammation de l'intestin, est-ce qu'on a un ulcère de l'estomac. On peut voir des petits signes qui nous guident. On peut voir des signes d'ulcère, on peut voir des signes inflammatoires dans l'oreille. Et ça, c'est le rôle de l'auriculothérapeute qui est d'analyser l'oreille, mais aussi de la traiter. Parce qu'on peut analyser l'iris, mais on ne peut pas le traiter. Par contre, on peut analyser l'oreille. Et donc, je vais vous prendre cette image, que vous compreniez que votre oreille, c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on peut parfaitement l'analyser. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, si vous voyez. Je vois Magali qui nous dit qu'elle aussi a ce petit trait au niveau du lobe de l'oreille. C'est intéressant. C'est mon clavier. Le clavier, quand je fais de l'auriculothérapie, que je mets un clou ou un patch ou une bille, ce qui fait que l'acupuncture auriculaire n'est pas seulement réservée aux médecins et qu'on peut enseigner à toutes et à tous cette auriculothérapie qui est fabuleuse pour se soigner grâce à des petites billes, des petits patchs que tout à chacun peut utiliser. Eh bien, on peut envoyer, comme avec un clavier, le message à l'ordinateur qui est notre cerveau. Mais l'oreille, c'est aussi un écran. L'écran avec lequel vous me regardez, eh bien, c'est ce qui me permet de voir ce qui vient de votre cerveau, puisque les nerfs vont du cerveau à l'oreille et de l'oreille au cerveau et nous donnent donc des informations par lesquelles aussi on peut soigner et diminuer la dose des médicaments. C'est exceptionnel, cette arme thérapeutique qui est l'oreille. C'est la meilleure chose que j'ai apprise en 30 ans de médecine. Et si je dois garder qu'une arme thérapeutique, c'est ça. C'est traité par l'oreille. Partout où je vais, dans la poche, j'ai des petits patchs, des petites billes ou des petits clous pour soigner. Si quelqu'un a une tendinite, a un stress aigu, a une douleur de l'estomac, a une fracture, et pour diminuer la douleur, on peut diminuer. C'est la meilleure thérapie antidouleur sans médicaments. Ça permet de diminuer la dose des médicaments. Donc ça, c'était pour, on parlait de la médecine prédictive, mais aussi maintenant participative. C'est le troisième P, participatif. C'est que vous... Secondaire, on le rappelle simplement, vraiment sans effet secondaire. Tu parlais de piquer, on peut piquer, mais on peut aussi, donc parce que piquer, vous savez, c'est réservé aux médecins. Donc le docteur Pascal Trotta, évidemment, médecin, donc peut utiliser, tu piques tes patients, Pascal. Mais bien sûr, et c'est bon de le rappeler, comme tu le disais, on peut faire ça également avec des stimulations, des billes. C'est ce que tu apprends à faire. Et donc là, vous pouvez, en tant que mère, père,
frères, grands-parents, utiliser ces outils-là pour venir décongestionner des zones, agir dessus sans contre-indication, sans effet secondaire. C'est toujours bon de le rappeler comme tu nous le disais. Donc vraiment, ça s'applique à tous et pas uniquement aux médecins ou aux professionnels de la santé qui peuvent piquer. Il y a des techniques pour venir stimuler les zones et c'est ce que tu expliques au travers de ta formation. On en reparlera tout à l'heure. Donc, je te laisse poursuivre, parce qu'une fois qu'on a compris que, bon, ben voilà, on a le terrain anxieux, on a un terrain plutôt à acidose, alors là, l'idée, c'est de ne pas rester passif. L'idée, c'est d'agir. Voilà. Donc, le troisième P, c'est participatif. Contrairement à la médecine hospitalo-universitaire, où vous êtes plutôt passif, avec des conseils donnés de façon pyramidale, du haut vers le bas, et vous devez avaler tout ce qu'on vous dit en étant passif. Eh bien, moi, je vous dis, c'est vous, si vous êtes malade, c'est vous qui êtes malade, c'est pas votre médecin, c'est vous. C'est vous qui avez mal, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui pleurez, c'est pas votre médecin. Et donc, votre médecin sait des choses, mais vous savez quelle est votre douleur, qu'est-ce que vous voulez comme traitement, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous injecte. Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on vous force à faire qui irait contre votre conscience? Et donc, vous devez participer pleinement comme un acteur de la prévention de votre maladie, mais aussi, si elle survient, du traitement de votre maladie. Donc, respectez le professionnel de la santé qui est en face de vous, parce que les études qu'il a faites sont extrêmement difficiles, et il a un savoir scientifique, médical que vous n'avez pas. Mais lui n'a pas le savoir de savoir ce que vous souffrez, car seul vous le savez. Et donc, ces deux savoirs qui se confrontent, deux expériences, deux personnalités qui se confrontent dans le secret, l'alcôve de la consultation qui doit rester un secret. Et donc, discutez avec votre médecin de façon aimable. Docteur, imaginez que vous ne voulez pas de chimiothérapie pour une raison X ou Y, parce que comme moi, vous avez peur de mourir de la chimiothérapie plus que de mourir du cancer. Et dites-le à votre médecin, à votre oncologue. Il va peut-être trouver d'abord une autre solution, ou il va peut-être baisser les doses, ou espacer les cures de chimiothérapie. Moi, je ne veux pas d'anti-inflammatoire pour traiter ma spondylarthrite ankylosante. Eh bien, si je vais voir un collègue rhumatologue, il le sait, eh bien, il me propose des ultrasons ou une autre thérapie, ou une thérapie très courte d'anti-inflammatoire, parce que je connais d'autres méthodes, notamment l'acupuncture auriculaire ou l'auriculothérapie, qui me permet de diminuer les doses de ces médicaments. Donc, discutez avec votre médecin. Si vous pensez que le jeûne peut vous faire du bien, mais parlez-en à votre médecin. C'est la voie royale de la médecine. Mais elle est un peu combattue parce qu'elle ne rapporte rien et qu'elle ne coûte rien. Et moi, médecin, ayant 40 ans maintenant d'expérience de médecine, je vous dis que la voie royale de la médecine du XXIe siècle, c'est le jeûne, et ça ne coûte rien. C'est ce qu'on peut vous enseigner aussi dans notre formation, un micro-jeûne fractionné, accessible à toutes et à tous, et on vous donnera des petits trucs pour que vous puissiez le pratiquer. Ça permet de prévenir les maladies, et ça permet d'accélérer leur guérison. Parce que finalement, on a beaucoup de choses en nous pour nous guérir. Et le but du médecin, c'est de renforcer nos forces vitales d'auto-guérison plutôt que de les détruire. Donc, discutez avec vos thérapeutes. Ne leur rentrez pas billes en tête, ça sert à rien. Ne les agressez pas. C'est un métier déjà assez difficile. Soyez en empathie. Allez-y par l'humour. Et puis, si vous avez un thérapeute qui est complètement fermé et qui refuse de vous écouter, vous avez d'autres thérapeutes. Il faut trouver des thérapeutes qui vous conviennent. Et il faut discuter. Et moi, si je suis devenu médecin, nutritionniste, acupuncteur, c'est parce que des malades comme vous ont discuté avec moi à Lannemezan quand je faisais des échographies et m'ont offert le livre de Catherine Kousmine que j'ai lu avec avidité, qui m'a montré que la nutrition était fantastiquement puissante pour soigner les maladies. Parce que des mères de famille m'ont dit « Mais docteur, l'homéopathie, ça marche pour les infections ORL à répétition de l'enfance. » Au début, j'y croyais pas. Puis une, puis deux, puis 10, puis 20, puis 100 qui me disent ça. Je me dis, elles sont pas folles, ces mères. Elles connaissent la santé de leur enfant. Et donc, je me suis formé à l'homéopathie. Donc, n'ayez pas peur de discuter avec votre médecin,
vous pourrez l'amener à ouvrir les œillères, parce qu'on a souvent trop d'œillères. Il ne faut pas avoir d'œillères. Moi, je travaille avec la conventionnelle, avec la médecine naturelle, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Je ne suis pas fermé, j'ai les bras ouverts, j'accueille tout le monde. Ceux qui veulent venir se soigner, tous les médecins qui veulent venir travailler en réseau, on travaille en réseau. Il ne faut pas être chacun dans son côté. Et ça, je pense, l'avenir de la médecine du XXIe siècle, malgré tous les blocages dus au lobby, etc., aux blocages politiques inhérents, etc. Allons droit vers cette médecine, qui est une médecine beaucoup plus libre, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, et participant nous-mêmes, nous pourrons changer les choses. C'est vraiment très enthousiasmant, hein, Pascal, de t'entendre, parce que voilà, tu es médecin, et vraiment de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir de ne pas hésiter à questionner, à poser des questions, à mieux comprendre, et puis à essayer de challenger un peu son médecin pour essayer d'avoir l'accompagnement le plus précis possible, de ne pas simplement déléguer totalement sa santé et vraiment être acteur. On en parle depuis le début de ce webinaire. Ça passe aussi par ça, par vraiment avoir cet élan de questionner, d'être dans l'échange, dans cette posture un peu d'égal à d'égal. On en a déjà parlé, de ne pas se sentir en dessous et de vraiment d'oser poser la question. Et puis, comme tu le rappelais, si le thérapeute ou le médecin avec qui l'on est ne nous correspond pas, voilà, on peut changer, avoir cette liberté-là, vraiment d'avoir quelqu'un de confiance à qui échanger, à qui parler. Donc là, bon, moi j'adore t'écouter sur cette idée-là de vraiment être à cheval et tenir vraiment sa monture. Donc là, je t'écoute et je pense que beaucoup qui t'écoutent ce soir ont le même ressenti. Ok, on a bien compris que là, on a détecté des choses dans son gris. Tu nous as parlé des axes. On se dit, ok, il y a quelques axes là que je dois reprendre un peu. J'ai bien compris que ça passe par moi. Je dois être dans l'action. Mais comment je fais? Comment je m'y prends? Ce 4e P qui arrive là. Eh bien, le 4e P, le dernier P, c'est personnaliser. La médecine doit être personnalisée, beaucoup plus personnalisée qu'elle est à l'heure actuelle, parce que la médecine actuelle est quand même une médecine de protocole. C'est-à-dire, c'est le même protocole pour tous. Eh bien, moi, je pense que à côté du protocole, il y a mieux. Il y a une médecine personnalisée qui est la médecine qu'il vous faut à vous et qui n'est pas celle qu'il faut à votre voisin parce qu'il est différent. Vous êtes toutes et tous uniques dans vos gènes, dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre, dans votre façon de réagir à la maladie. Ce qui fait qu'à l'Institut de médecine naturelle de Saint-Sébastien, je ne soigne pas des maladies, je soigne des malades. C'est complètement différent. Par exemple, dans la sclérose en plaques, eh bien, la sclérose en plaques, c'est une maladie avec une diminution de la transmission de l'influx nerveux par l'attaque de la gaine de myéline par les auto-anticorps, mais tout le monde réagit de façon différente. Il n'y a pas un malade de sclérose en plaques identique. Pareil dans le cancer. Il y a des gens qui vont faire un cancer du poumon ou un cancer du sein, des femmes qui vont faire un cancer du sein de façon différente. Il n'y a pas un cancer du sein, il y a une malade qui développe un cancer du sein. C'est pas du tout pareil de soigner les maladies que de soigner les malades. Quand on soigne les malades, on personnalise. Quand on soigne une maladie, c'est le même traitement pour toutes et pour tous. Eh bien non, le traitement doit être personnalisé, d'abord en fonction de ce que vous voulez. Moi, je demande toujours à mes patients, au début de consultation, qu'est-ce que vous souhaitez de moi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas guérir, qui tirent des bénéfices secondaires de leur pathologie. Tant mieux. Ils ne veulent pas guérir. Bon, on va accompagner. Je parle très librement à mes patients. Mes patients qui viennent me voir pour un cancer, souvent, ils viennent quand ils ont tout essayé dans la médecine conventionnelle et que ça n'a pas marché. Et ils viennent parfois en dernier recours. Et quand ils viennent en dernier recours, je leur dis, vous voulez mourir de quoi? Parce qu'ils viennent souvent pour trouver une consolation. De la chimiothérapie ou du cancer? C'est pas du tout pareil. Moi, je voudrais pas mourir de chimiothérapie, mais je voudrais mourir à la loyale de mon cancer.
Et donc le traitement sera complètement différent. Avez-vous peur de la mort? C'est des questions fondamentales à poser quand on a une maladie potentiellement mortelle. Quelle est votre espérance après la mort? C'est de cela qu'on parle. C'est personnaliser l'approche thérapeutique et non pas considérer tous les malades comme des numéros avec des casaques dans des lits d'hôpitaux uniformes. Non, il faut personnaliser, s'adapter aux hypersensibles. Parce qu'évidemment, dans nos instituts de médecine naturelle, dans nos consultations de médecine naturelle, d'homéopathie, on voit beaucoup plus d'hypersensibles que dans les consultations hospitalo-universitaires en général. Eh bien, les hypersensibles, on ne les soigne pas comme les costauds et les forts. On s'adapte. On donnera un traitement plus fort, on fera une manipulation à un costaud, et on évitera de manipuler ou de piquer, comme je l'ai vu dans le chat. Bien évidemment, si quelqu'un est hypersensible, a peur des piqûres, je ne vais pas lui faire des piqûres dans l'oreille. Je vais lui mettre des petits patchs, des petites billes, très doux. Ça a souvent la même efficacité. Mais je m'adapte. Si vous ne voulez pas d'auriculothérapie, on n'en fait pas. Si vous ne voulez pas d'homéopathie, on en fait. On s'adapte. On ne force pas le malade. Alors évidemment, parfois, il faut, s'il y a un péril, par exemple, qu'il y a un risque de septicémie et qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre des antibiotiques, il faut prendre des antibiotiques. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur des deux côtés. Prendre le meilleur de la médecine conventionnelle et allopathique, qui est nécessaire par moment, et puis le meilleur de la médecine naturelle, complémentaire, avec des outils non iatrogènes, ce que tu partages là avec les différents outils ce soir. J'aime bien ce que tu dis parce que tu avais utilisé une expression qu'on avait échangée en amont de ce webinaire. Tu me disais que dans ce P de personnalisé, il y avait vraiment le je suis, je souhaite et je réagis. Et j'aime beaucoup en fait ces trois phrases en fait que tu nous dis pour vraiment intégrer son individualité et puis voilà, réfléchir à ce que l'on souhaite mettre en place et puis réagir. Je vois plein de réactions dans le chat. On va y revenir avec le Pascal Trotta qui va voilà vous rééchanger un petit peu, mais si certaines choses vous semblent un peu utopiques, peut-être que le thérapeute que vous suivez ne correspond pas, mais Pascal Trotta, en tout cas le docteur Pascal Trotta, est la preuve que voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent réellement exister et se soigner d'une autre manière. Dans la complémentarité, encore une fois, on ne jette pas. L'idée, c'est de travailler vraiment main dans la main. Et c'est ce que tu fais de toute façon. Tu es médecin, donc c'est vraiment ce main dans la main, l'allopathie et le naturel. Précisément au travers de la formation que tu as créée, l'idée, c'est que chacun ait ce panel d'informations pour pouvoir mieux agir en conséquence. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur comment est-ce que tu l'as imaginé, comment est-ce que est venue cette idée à toi de proposer quelque chose accessible à tous, mais pour mieux appréhender ces 4 P que tu viens de nous expliquer? Eh bien, l'idée de cette formation vient du fait que nous sommes un peu à la croisée des chemins. Nous avons des défis environnementaux colossaux et la pollution médicale est totalement négligée. Or, nos eaux sont bourrées de médicaments qui ne sont pas filtrés par les stations d'épuration. Il faut donc diminuer la consommation de ces médicaments et se soigner autrement. Et puis, je pense que le XXIe siècle sera un siècle où nous allons prendre en main notre destin, chacun d'entre nous. C'est fondamental. Nous sommes en train de passer de la collectivité qui vient du fond des temps à une médecine plus individuelle, plus personnalisée, où nous sommes finalement nous-mêmes les principaux acteurs. Nous l'avons vu, pour prévenir les maladies, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui est le plus efficace, mais aussi pour nous soigner autrement et c'est possible. Et ce que je veux vous démontrer à travers cette formation, c'est que vous pouvez être vous-même les acteurs, la mère de famille pour ses enfants, la femme pour son mari, parce que c'est souvent les femmes qui s'occupent de la santé, à 80%. Souvent, elles tirent par le col de leur chemise leur conjoint qui vient un peu contraint et forcé se soigner.
mais il y a de plus en plus d'hommes que la santé intéresse. C'est vous donner des cartes en main. La nutrition, la micronutrition avec quel type de compléments utiliser dans cette jungle des compléments pour résumer les principaux compléments les plus utiles. Comment mieux analyser l'iris pour cerner qui je suis ou le malade qui m'est confié, qu'est-ce qu'il a dans son iris pour savoir quel est son terrain et comment, surtout grâce à l'oreille, mieux cerner les différentes pathologies que l'on peut rencontrer et surtout mieux les soigner grâce à l'auriculothérapie qui est accessible aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas médecins, les kinés, les ostéopathes qui de plus en plus pratiquent l'auriculothérapie, les chiropracteurs, les naturopathes, les iridologues, tous ceux que la santé intéresse et qui veulent avoir des armes efficaces, économiques et très faciles à mettre en place immédiatement au décours de cette formation qui est ouverte à toutes et à tous sans condition de formation médicale. C'était mon souhait le plus intime, c'était de développer pour vous une formation qui soit accessible, économique et immédiatement efficace. Il y aura de la théorie, mais surtout beaucoup de pratique pour que vous soyez autonome et que, in fine, nous soyons tous un peu plus libres. C'est toujours important, j'aime beaucoup entendre l'élan toujours initial des auteurs sur l'envie du partage, de transmettre toutes leurs connaissances. Je détaille un peu plus ce que tu viens d'expliquer. Toute cette formation s'articule autour de 3 modules, les intestins, le stress et tout ce qui est trouble du poids, avec le soutien émotionnel, les douleurs du quotidien aussi qui sont abordées. Toutes ces notions-là sont décortiquées par la partie théorique que tu viens d'expliquer, et puis la partie pratique avec vraiment les méthodes d'auriculothérapie, d'iridologie et micronutritionnelle, parce que tu le disais dans une formation classique médicale, c'est vrai que cette partie micronutritionnelle est peu abordée. C'est en ce sens-là que cette formation, elle convient parfaitement aux personnes qui n'ont pas suivi d'études scientifiques spécifiquement, mais aussi aux médecins qui peuvent compléter leur formation, médecins, infirmiers, voilà, praticiens de santé de manière générale, qui peuvent compléter leur formation avec ces outils-là. C'est effectivement extrêmement pratique. Là, je peux en témoigner parce que j'ai eu la chance de participer au tournage et donc j'ai prêté bien volonté mes oreilles pour pour venir vous montrer bien en détail le geste alors soit de piqûre si vous êtes médecin infirmier, soit de stimulation via des petites billes. Tu partages tous les outils que tu utilises, les différentes marques, les boîtiers. Enfin, tu utilises vraiment tout le matériel concret, toi, que tu utilises en cabinet. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Il y a plus de 10 heures de formation, 24 vidéos extrêmement détaillées. Il y a 17 livrets, dont 2 livres offerts et 2 livres pour aller encore plus loin dans toutes dans toute cette formation. Et puis, dans le cadre de la formation également, tu proposes des webinaires. Donc, il y aura des webinaires si, en suivant cette formation, des questions émergent. Il y aura des webinaires auxquels vous pourrez participer et où, Pascal, tu pourras répondre aux différentes questions et approfondir des points d'interrogation peut-être ou aller encore un peu plus loin. Donc, c'est une formation qui est extrêmement riche, extrêmement complète pour, encore une fois, mettre en pratique ces 4 P que tu nous as partagés ce soir: préventif, prédictif, participatif et personnalisé, on le rappelle. Alors, comme chaque soirée de webinaire, de lancement d'offres, vous le savez, il y a une offre sort pour cette formation qui est à 128 € au lieu de 657. Vous avez cette offre jusqu'à dimanche prochain.
payable en plusieurs fois. Vous allez avoir toutes les informations que vous pourrez retrouver dès demain dans votre boîte mail avec le replay du webinaire de cette soirée où vous pourrez retrouver les précieux conseils de Pascale. Mais effectivement, elle est voilà, extrêmement riche parce que très dense en information et extrêmement dense en pratique, puisque tu vas détailler des iris où on voit voilà des iris en grand écran où tu nous expliques les différents signes et les significations des différents signes iriens. Encore une fois, l'auriculothérapie, vous allez voir mon oreille en gros plan dans les vidéos, mais pour bien comprendre, tu parlais de congestion, tu parlais de migraine, tu parlais de stress. Tout ça, on le voit au niveau de l'oreille. Et puis, tu nous dis comment jouer dessus. Donc, c'est extrêmement précieux comme information, encore une fois, pour tout le monde, pour le quotidien ou pour les thérapeutes dans leur pratique. Vous avez l'offre normalement qui s'est affichée à votre écran. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous recevrez en tout cas toutes les informations dès demain. Pascal, je te propose qu'on prenne des petites questions, peut-être, qui bien sont sûr, bien sûr. dans le chat. Oui, j'ai vu que dans le chat, ça réagissait beaucoup avec plein de questions pertinentes qui montrent que vous êtes vraiment attentive et attentif et que je suis très content de voir que vous avez bien compris l'intérêt de cette médecine naturelle et je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions. En tout cas, il y a plein de personnes qui rebondissaient sur le fait que vraiment ils aimaient le discours que tu partageais sur le fait de ne pas être passif, de ne pas déléguer, d'être simplement dans une situation d'échange. Alors, j'essaie de reprendre vos questions, de remonter. Si certaines se sont un peu noyées, n'hésitez pas à les reposter dans le Q&A que vous voyez sur le côté, que je puisse les retrouver peut-être un peu plus facilement. Alors, il y avait des questions, j'ai vu plusieurs questions passer sur les migraines. Est-ce que l'auriculothérapie, précisément, parce que je crois qu'elles sont arrivées au moment où tu parlais de l'auriculothérapie, est-ce que l'auriculothérapie peut agir sur les migraines? Ben oui, de façon fantastique. Parce que déjà, dans l'analyse de l'oreille, vous pouvez voir si le foie est congestionné. C'est une des grandes causes de migraine, la congestion du foie. Et le foie est le mal-aimé de la médecine moderne. Eh bien, le problème de la médecine moderne, c'est qu'elle va donner des médicaments qui vont aggraver la congestion du foie qui est l'origine des migraines et c'est un cercle vicieux épouvantable. Eh bien, en traitant le point du foie qui est ici dans l'oreille droite, au fond, là, par un petit clou, un patch ou une bille, vous renforcez de facto la puissance détoxifiante du foie qui vous permet de mieux traiter les migraines. Parce que les migraines ont plusieurs causes. Les cervicales, avec des petits points que vous pouvez mettre ici au niveau des cervicales, au niveau du foie, le point hormonal, parce que beaucoup de migraines sont d'origine hormonale. Bref, l'auriculothérapie permet, avec 3 séances espacées de 3 semaines, de baisser de 80% l'intensité des migraines dans 80% des cas, et ceci sans médicaments. C'est ça le triomphe de l'auriculothérapie, et il faut le souligner, cocorico, elle est française. Elle est reconnue par l'OMS comme the French Medical Acupuncture. Et donc oui, bien évidemment, l'auriculothérapie est une arme thérapeutique majeure dans les migraines, non seulement pour diminuer l'intensité des médicaments, pour en diminuer la concentration des médicaments et leurs effets secondaires, et permet de traiter les causes qui sont soit hormonales, soit cervicales, soit hépatiques, soit intestinales, soit en rapport avec des atteintes du nerf trijumeau, mais là on rentre plutôt vers les névralgies faciales ou les névralgies du trijumeau. Et là aussi, l'auriculothérapie est une arme thérapeutique extrêmement efficace chez ces patients qui ont des névralgies du trijumeau et qui sont souvent poussés au désespoir par l'intensité de leur douleur. Merci pour cette réponse détaillée. Je vois une autre question de Clara qui dit qu'elle a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune et elle est intolérante aux anti-inflammatoires, qu'elle doit certainement mal supporter. Que peut-elle faire en cas de crise? Elle ne prend pas de traitement parce que visiblement elle ne les supporte pas. Elle te demande si l'auriculothérapie peut agir là-dessus en complément peut-être, pas uniquement l'auriculothérapie. Qu'est-ce que tu peux répondre à Clara par rapport à cela? Eh bien, Clara, si vous m'avez bien écouté, moi, je vous souhaite et je vous conseille de
de suivre cette formation parce que vous allez avoir des réponses personnalisées à ce que vous avez, comprendre que votre pathologie est peut-être d'origine intestinale et participer, comme je disais, participer, c'est quoi? C'est comprendre, c'est apprendre. Qu'est-ce que c'est que ma maladie? Quelle est la vraie cause? Non pas les symptômes, mais quelle est la vraie cause réelle de ma maladie? Et comment donc je peux mieux la soigner? Eh bien, cette formation, elle est faite pour vous. Et si vous voulez pas suivre cette formation, il faut consulter. Il faut poser les vraies questions à votre médecin. Un médecin ne consulte pas par mail, ça ne vaut rien. On ne peut pas consulter par mail, soit par télémédecine à distance parce qu'on peut vous voir, soit sur place à l'institut parce qu'on peut vous examiner. Ne demandez pas par mail des conseils à votre médecin, ça ne sert à rien. Ça montre déjà que vous ne voulez pas faire l'effort. Donc, si vous ne voulez pas faire d'effort, eh bien, comment le médecin va faire des efforts à votre place? Non, c'est nous, moi le malade, qui est de spondylarthrite, qui fait des efforts tous les jours pour me soigner et qui, si je suis en crise, vais voir un thérapeute qui va m'aider. Mais je fais les efforts moi-même. Donc, vous allez voir que cette formation, elle est faite pour vous parce que vous allez comprendre quelle est la cause de votre pathologie auto-immune et comment mieux la soigner sans anti-inflammatoire. Il y a une question de Laure qui rejoint un petit peu la question de Clara, puisqu'elle dit que son mari a une spondylarthrite, que tu connais bien. On lui propose un traitement anti-TNF-alpha qu'il appréhende un peu. Est-ce que cette formation peut être une réponse? Je crois que tu as répondu. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante et comme tout médecin, j'ai fait le diagnostic tardivement l'année dernière en recherchant dans le sang si je n'avais pas le HLA-B27. J'ai le HLA-B27 et je comprends maintenant pourquoi depuis l'âge de 20 ans, j'ai mal partout. Mais ces douleurs ont, pour moi, comme médecin, été une bénédiction parce que ça m'a permis de changer et d'aller vers mon fil rouge. Et la spondylarthrite ankylosante peut se soigner sans médicaments chimiques si elle n'est pas trop importante. Il faut parfois utiliser les deux. Un peu d'anti-inflammatoire de temps en temps, des molécules spécifiques de temps en temps, mais surtout à 80%, l'alimentation, les compléments, l'oreille dans les crises, l'homéopathie pour le stress et les émotions, les ondes, etc. L'endothérapie. Il y a plusieurs techniques pour soigner l'endothérapie autrement. Utiliser la médecine naturelle et l'alimentation à 80% et à 20% les médicaments plutôt que l'inverse. C'est possible, mais cela demande de votre part un investissement en temps, en argent qu'il faut faire. C'est important parce que si vous considérez que c'est le médecin spécialiste et le médicament ou l'injection qui va faire les efforts à votre place, ça ne marchera pas et ça vous donnera des effets secondaires et trop de toxicité. Donc, en fait, ce que je veux vous dire avec cette formation, c'est que vous avez les moyens de vous prendre en main, de vous prendre en charge votre santé, de vous responsabiliser et de ne pas compter sur la sécu, de ne pas compter sur le médecin, de ne pas compter sur le médicament pour faire les efforts à votre place. Bien évidemment, la sécu, bien évidemment le médecin, bien évidemment le médicament ont leur place, mais ne comptez pas sur eux pour vous ne pas changer. Oui, se rappeler de ne pas être passif. Absolument, absolument. C'est tout l'objet du webinaire de ce soir. Fran, par rapport aux ouvrages cités, alors c'était cette famille qui vit en nous et Aïe mes aïeux. Si vous remontez dans le chat, j'ai mis les deux liens. Si vous retrouvez mon nom, je crois qu'il y a une petite étoile à côté. J'ai mis les deux liens pour y accéder. Alors j'ai pris le premier site qui est arrivé, mais vous avez au moins le nom et l'auteur. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'auriculothérapie qui interrogent beaucoup. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que l'auriculothérapie, en cas de crise, elle peut être une réponse très, très intéressante. En complément, bien sûr, des différents axes sur la partie chronique à mettre en place, vraiment à mettre en place dans le quotidien. Et c'est vrai que l'auriculothérapie peut être un outil absolument formidable. Il y a des questions à l'auriculothérapie par rapport alors, à l'arthrose, aux acouphènes. Est-ce que tu peux, à la vue, est-ce que ça peut... Oui. Voilà, il y a plein de... C'est passionnant parce que dans ce que je me suis rendu compte, c'est que si l'auriculothérapie n'est pratiquée que par des médecins, on est très peu nombreux. On doit être moins de 200 en France à pratiquer l'auriculothérapie. On ne peut donc pas soigner tout le monde. Puis il faut se déplacer, c'est le médecin. Eh bien, moi, je pense que l'oreille, elle n'est pas réservée aux médecins.
elle n'est pas réservée aux spécialistes, elle n'est pas réservée aux thérapeutes. Toutes et tous, vous pouvez apprendre, c'est ce que je veux vous apprendre, que dans votre oreille, c'est une représentation de votre corps et que vous avez accès pour vous soigner. Comme vous avez appris à pianoter, eh ben moi, je vais vous apprendre à pianoter sur un clavier. C'est pas plus compliqué que cela. Hein. Il ne faut pas être Bill Gates ou Steve Jobs pour faire ça. Eh ben, c'est pareil pour l'oreille. Et moi, ce que je vais vous apprendre, c'est comment, par exemple, je vais vous montrer là, juste là, vous voyez là, au centre ici. Ça, c'est le lobule. Au centre, vous avez un point. Ben, c'est le point de la vue. C'est le point où les femmes mettent les boucles d'oreilles. Et eh bien, les pirates, autrefois, quand il n'y avait pas de longue vue, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un anneau en or assez lourd, ici, au centre du lobule, pour augmenter leur vision de leur œil directeur et pouvoir, de plus loin, le navire ennemi. Et on sait maintenant que c'est le point de la vision. Donc, quand vous avez les troubles de vue, deux petits billes ici, au centre, que vous massez, comme ça, eh bien, ça va stimuler votre vue. C'est extraordinaire. Vous avez le point des émotions, vous avez le point du caractère, de la colère, vous avez le point du foie, le point de l'intestin, le point de la névralgie du trijumeau, le point des hormones. Bref, c'est ça que je vais vous apprendre pour que vous soyez autonome et que vous puissiez vous soigner vous-même. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai une crise de spondylarthrite, une crise d'épaule, ben, je me mets des petits patchs et puis je les masse. Et ben, ça divise par 2 ma douleur très rapidement, comme pour les migraines. Donc, c'est ça que je vais vous enseigner. On peut traiter les migraines, on peut traiter les névralgies faciales, on peut traiter l'anxiété, on peut apprendre à baisser son appétit quand on veut réussir le micro-jeûne du soir pour maigrir. Et oui, les émotions, on traite le stress, on baisse l'appétit et on traite les émotions. Eh bien, on a moins de fragale, on peut arriver à supprimer un repas, le repas du soir par exemple, et on arrive à maigrir. C'est tout ça que je vais vous enseigner. Et vous verrez que c'est facile. Alors, il y a des questions par rapport au matériel. Alors, le matériel est expliqué. Pascal partage les différents outils qu'il utilise. Alors, Magali demande si on peut percer. Alors, si vous êtes médecin, infirmier, professionnel de santé, oui, vous pouvez percer. Donc là, Pascal partage le matériel que lui-même utilise. Si vous êtes autre thérapeute, moi, je suis naturopathe, par exemple, et il m'a montré les différents outils qui sont des petites billes où là, il n'y a pas de piqûre, en fait. C'est simplement une stimulation par un petit point, en fait, qui peut être utilisé soit avec un stylet qui le détaille, soit avec un petit patch, avec une petite bille. Et tu en as parlé, Pascal, un peu plus tôt. Donc, voilà, il y a les différents outils selon votre profil, en fait, selon votre activité, si vous pouvez piquer ou pas. Il y a beaucoup de questions sur la spondylarthrite parce que voilà, forcément tu en as parlé, ça te concerne, mais on demande si ça peut être lié à un choc psychologique. De toute façon, c'est ce que tu nous disais dans ce webinaire. Tout est lié. C'est vraiment l'esprit, le corps. C'est très occidental de séparer les deux. Mais finalement, dans plein de cultures du monde entier, les deux sont inséparables, indissociables. C'est compliqué d'expliquer à un Chinois, par exemple, comme tu fais ça, d'expliquer vraiment la différence. Là, en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, les deux sont complètement imbriqués et en fait, on ne peut pas séparer l'un l'autre. Pour répondre à Mathilde et à une question que j'ai vue sur le chat à propos de la méditation, les trois sont inséparables. Corps, âme, esprit. Absolument. On ne peut pas séparer l'homme de ces trois constituantes. Ce qui nous survit après la mort, c'est l'âme qui prend son envol. Et je prends un exemple qu'on détaillera plus dans la formation. La dépression, souvent, c'est l'âme qui pleure. C'est le jardin de notre âme qui n'est pas suffisamment irrigué. Bref, l'homme est une merveille de la création, corps, âme, esprit, et bien évidemment un choc émotionnel, une blessure de l'âme, peut entraîner une maladie du corps, bien évidemment, puisque le corps est l'étage inférieur qui disparaît à notre mort et qui est remplacé par les bactéries de notre propre intestin. Et donc, c'est toute cette vision que je vais vous donner d'espérance d'un être humain qui est une merveille, qui peut s'auto-guérir, qui a tout en lui pour avoir une bonne immunité. Et si elle est malmenée, si elle se retourne contre soi, eh bien faire en sorte, sans utiliser des procédés trop toxiques ou trop intoxicants, des médecines plus sensibles, plus personnalisées,
est souvent plus efficace parce qu'elle traite les véritables causes de nos maladies. Il y a une question par rapport à la pédiatrie. Est-ce que l'auriculothérapie ou l'iridologie peuvent être utilisées en pédiatrie? Voilà, est-ce que tu peux… Oui, on peut regarder l'iris de son enfant avec une loupe. Et bien évidemment, on peut mettre des petites billes sur l'oreille de son enfant, notamment au point émotionnel, parce que les enfants réagissent très très bien à ça. Et aucun enfant ne refuse qu'on lui mette une petite bille. On ne pique pas l'oreille d'un enfant, on met une petite bille. Ils sont tellement sensibles et c'est tellement efficace. Et généralement, c'est eux ensuite qui viennent redemander qu'on leur restimule ce petit point qui leur a fait tant de bien et qui baisse les angoisses, les peurs et qui module les émotions. On va prendre des dernières questions parce que vous êtes merci, vous répondez les uns aux autres, vous donnez des conseils dans le chat, c'est très dynamique, très vif. Merci infiniment pour votre enthousiasme ce soir. Il y a des questions. Alors toujours beaucoup l'auriculothérapie qui questionne et qui interroge, mais c'est bien parce que c'est un outil qui rebalaie l'ensemble de la formation. Alors bien sûr, on rappelle que l'auriculothérapie c'est un outil. L'idée c'est vraiment d'utiliser l'ensemble des méthodes. Mais est-ce que tu pourrais revenir sur l'action sur les acouphènes, si oui ou non, sur tout ce qui est arthrite et sur les insomnies? Oui, alors les acouphènes sont très difficiles à soigner, surtout s'ils sont là depuis longtemps. On considère, nous, les auriculothérapeutes, que l'acouphène est souvent un divorce acoustique et il faut d'abord chercher avant tout un conflit affectif dans l'entourage s'il n'y a pas eu de traumatisme auditif, car souvent on retrouve des traumatismes auditifs dans les antécédents d'acouphènes. Pour l'insomnie, bien évidemment, l'auriculothérapie est efficace puisqu'elle permet de baisser le stress, elle permet de réguler de façon très efficace le système orthosympathique qui est l'accélérateur et le système parasympathique qui est le frein, le yang et le yin, et de les équilibrer. L'acupuncture auriculaire fait ça très bien et elle permet de moduler les émotions souvent qui nous empêchent de bien dormir. Et puis, je crois que la dernière question, c'était sur l'artérite des membres inférieurs. Voilà. L'artérite des membres inférieurs, c'est l'alimentation avant tout et les compléments alimentaires adaptés. L'acupuncture peut, en agissant sur le système parasympathique, entraîner une vasodilatation des artérioles des membres inférieurs, mais c'est avant tout un traitement par alimentation, par compléments alimentaires adaptés et par certains médicaments, car c'est une maladie qui a des causes à la fois génétiques, mais surtout environnementales. Il y avait aussi l'insomnie. Alors l'insomnie, je peux en parler parce que au moment où on a tourné la formation, j'avais un sommeil léger, peu réparateur, et Pascal du coup a testé. Enfin, j'ai testé avec Pascal les différents points et je vous assure qu'il y a eu des résultats incroyables en fait, vraiment sur le sommeil qui est arrivé bien plus tôt dans la soirée. Et puis parce que le sommeil est arrivé tard, je vous parle de ma vie là, mais c'est un partage d'expérience. C'est aussi fait pour ça les webinaires. Et puis le matin, vraiment un sommeil avec une sensation de repos intense. Donc voilà, c'était vraiment extrêmement efficace. Donc voilà, si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, je vous partage que oui, sur les insomnies et sur le sommeil, l'auriculothérapie a une action intéressante, sachant que voilà, j'ai plutôt une hygiène de vie qui est plutôt bonne. Mais en tout cas, l'auriculothérapie était un excellent outil. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on prend une dernière question parce que c'est vrai que j'ai vu qu'elle a été revenue plusieurs fois. Est-ce que la formation peut apporter des réponses sur tout ce qui touche aux tendinites et aux bursites? Alors là, on entend it tout de suite. Tu as répondu à tout ce qui était arthrite. Donc, dès qu'il y a it, il y a inflammation. Oui, bien sûr que cette formation donne des pistes, notamment pour soigner les principales douleurs articulaires, et on vous apprendra à faire la part entre les douleurs dues à l'usure, l'arthrose, et les douleurs dues à une pathologie plutôt médicale
inflammatoires, auto-immunes, tous les arthrites, dont la spondylarthrite, la polyarthrite. Comment par l'iris faire la part des choses, comment par les différentes analyses de sang, les différentes radios faire la part des choses, et comment mieux les soigner en diminuant les doses d'anti-inflammatoires, en essayant de diminuer les infiltrations qui restent efficaces et nécessaires quand ces thérapies ne sont pas suffisantes, mais il faut toujours commencer par la base, l'alimentation, les compléments, l'auriculothérapie, et puis si ce n'est pas suffisant, dans 20 à 30% des cas, on passera aux anti-inflammatoires sur des courtes périodes pour éviter les effets secondaires et aux infiltrations éventuellement, et enfin, in fine, aux médicaments plus lourds que propose la médecine moderne, mais on ne les proposera pas d'emblée. C'est ainsi qu'on évite la toxicité et les effets secondaires, et bien évidemment, ces thèmes seront abordés dans la formation qui vous est proposée. Maïka qui pose une question par rapport à l'hyperthyroïdie. Tout ce qui touche aux maladies auto-immunes est abordé dans la formation avec les différents axes que tu partages. Donc oui, ces sujets-là sont traités dans la formation. Merci beaucoup, Pascal. Merci infiniment pour ces explications, pour ces éclairages, pour ces partages. Je lis vos retours dans le chat. Je vois Daniel qui dit bravo, docteur Trotta. Je valide à 100% vos propos. Je suis contente d'être votre patiente. Merci pour votre médecine des 4 P. Ma santé s'est vraiment améliorée. Merci. Donc, merci Daniel de partager votre retour parce que c'est aussi, voilà, l'idée d'être dans ce chat, dans ces moments de partage pour que chacun, voilà, puisse donner un petit peu son retour sur les actions qu'il a pu mettre en place. Donc, merci Daniel. Merci à tous pour vos témoignages, vos retours, votre participation active. Et puis, Pascal, merci beaucoup pour ton enthousiasme et ta passion contagieuse sur le vivant et la santé de manière générale et de manière globale. Eh bien, merci Mathilde. Et puis, je rigole parce que je vois le chat de Mathilde derrière qui commence à vouloir, c'est lui qui dit que finalement, maintenant, ça suffit, c'est terminé, hein, c'est le moment du repos. Merci Mathilde d'avoir animé ce magnifique webinaire. Je suis, moi, personnellement, très heureux d'avoir participé à ce séminaire et surtout très heureux de pouvoir vous proposer un enseignement qui est accessible à toutes et à tous. Et vous y trouverez énormément d'informations qui vous permettront de gagner en autonomie de santé, en liberté. Tel est mon souhait le plus vif. Et puis j'en profite pour vous donner à tous mes meilleurs vœux et vous souhaiter une excellente année 2024 dans la paix, la santé et la liberté. Merci infiniment, Pascal. Merci à vous. Je lis encore vos commentaires, des merci dans tous les sens. Merci infiniment. On te partage, on te dit merci pour ce partage, pour ces informations. C'était très intéressant. Que, voilà, chacun va se plancher un peu plus sur les différentes thérapies. Merci Priscilla. Merci Fabrice, merci Antoinette, merci Takila, merci, vous êtes extrêmement nombreux. Merci beaucoup pour vos retours. Voilà, je pense que tout ce que tu as partagé ce soir, Pascal, fait vraiment écho et résonne. On le voit en chacun de nous. Donc voilà, grâce à tes éclairages, que cette recherche, cette quête toujours de cette santé, de ce potentiel, soit toujours une source d'épanouissement et de dépassement pour chacun et grandir toujours en éveil et en conscience. Merci infiniment. Merci Pascal une nouvelle fois. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence, votre dynamisme et vos messages chaleureux. Prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux, vous le savez. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.